La pluie battait fort sur les fenêtres du manoir Montero en cet après-midi gris, comme si le ciel pleurait avec Sofia González. Il y a à peine une semaine, elle avait été abandonnée à l'hôtel, humiliée devant tous les invités. Et maintenant, avec ses économies presque épuisées, elle avait accepté un emploi de femme de chambre dans le domaine le plus opulent de la vallée. Le salaire était bon. Mais ce qui l'attirait vraiment, c'était la promesse d'une chambre isolée à l'arrière de la maison, loin des regards compatissants de la ville. Alors qu'il essuyait un portrait poussiéreux de la matriarche de la famille, Donna Isabella Montero, quelque chose d'étrange attira son attention. Le cadre était légèrement desserré d'un côté. Elle l'ajusta avec précaution, mais entendit un bruit sourd derrière l'écran. Curieuse, elle retourna le tableau et découvrit un petit compartiment caché où se trouvait un médaillon en or délavé et une lettre jaunie, intacte depuis des décennies. La lettre, écrite dans un espagnol archaïque, commençait par ces mots. « Chère Elena, si jamais tu lis cette lettre, tu sauras que ta mère ne t'a jamais oubliée. » Signé par Maria Flores, une vigneronne indigène, le message révélait un secret enfoui depuis des générations. Maria avait été l'amante de Rodrigo Montero, le patriarche de la famille, et avait donné naissance à une enfant, Elena, qui avait été envoyée au loin pour éviter le scandale. Le médaillon, gravé du symbole d'une vigne enlacée avec un colibri, était la seule preuve de cet amour interdit. Sofia mit les objets dans sa poche, mais un sentiment de malaise la fit descendre dans la cave abandonnée de la propriété, où des bouteilles vieilles de plusieurs siècles prenaient la poussière. Parmi les barils, une petite boîte en cèdre a attiré son attention. À l'intérieur, un journal à la couverture en cuir craquelé révélait d'autres secrets. Maria n'était pas seulement une amante, mais une guérisseuse traditionnelle qui connaissait les rituels apothèques pour cultiver un cépage rare qui avait été perdu après son départ. Les dernières pages décrivent une rencontre secrète entre Maria et Rodrigo dans la chapelle du domaine, où il promet de reconnaître Elena comme son héritière, une promesse qu'il n'a jamais tenue. Sofia ferma le journal, sans se rendre compte que les pas résonnant dans le couloir au-dessus amèneraient sur son chemin l'héritier actuel de la famille, Pablo Montero, et avec lui une tempête de vérité que le manoir ne pouvait plus cacher. Pablo Montero n'a pas cru l'histoire de Sofia quand elle lui a montré le médaillon et la lettre. « Est-ce une sorte de blague ?» demanda-t-il en tenant le papier avec dédain, ses yeux sombres brillant de suspicion. C'était un homme pratique, habitué à résoudre les problèmes de vignoble et de contrat, et non à chasser les fantômes du passé. Mais lorsque Sofia lui a remis le journal de Maria Flores, quelque chose a changé. Les pages ne parlaient pas seulement d'amour interdit. Elle décrivait les vignobles de Montero d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant, comme si la terre avait une voix, une âme. Maria avait écrit sur les rituels sous la pleine lune, sur les raisins qui ne poussaient que lorsqu'on les chantait, sur le secret que son grand-père Rodrigo avait juré de protéger. « Si c'est vrai », murmura Pablo, les doigts tremblants, tandis qu'il tournait la dernière page, où Maria avouait sa peur. « Elena ne saura jamais qui elle est. Et les Monteros ne connaîtront jamais leur propre histoire. » Le voyage vers Oaxaca fut long et silencieux. Sofia regardait par la fenêtre de la voiture, les montagnes s'élevant comme les gardiennes d'anciens secrets, tandis que Pablo conduisait avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. Il n'était plus l'héritier arrogant qu'il avait ignoré lors de son premier jour de travail. Là, sur la route poussiéreuse, il ressemblait à un homme en quête de rédemption. Lorsqu'ils trouvèrent enfin Elena, désormais âgée, vivant dans une petite maison en adobe au bord d'un champ de maïs, l'air devint lourd. Elle les reçut avec suspicion, mais lorsqu'elle vit le médaillon, ses mains ridées tremblèrent. « Ma mère a dit que je ne devrais jamais retourner dans cette maison », murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. C'est alors que Miguel, son fils, entra dans la pièce. Grand, avec des traits durs et des yeux qui brûlaient de ressentiment, il croisa les bras à la mention du nom de famille Montero. « Tu as le culot de venir ici après ce que tu as fait ?» Il a craché les mots, comme du venin. Mais quand Sofia lui a montré le journal, quelque chose en lui s'est brisé. Ma grand-mère parlait de ses rituels,
admit-il d'une voix plus douce. On disait que des raisins spéciaux pouvaient guérir la terre, mais les Monteros les ont enterrés avec la vérité. Pablo tendit la main. Aidez-moi à résoudre ce problème. Miguel hésita, mais le regard de Sofia, sans jugement, juste de l'espoir, le fit céder. Seulement si tu promets de respecter ce que ma grand-mère m'a enseigné. Je ne veux pas d'argent, je veux la justice. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, les quatre se sont réunis autour d'un feu de camp. Miguel leur montra une petite grappe de raisin foncé, presque noir, qu'il avait cultivée en secret. « La souche perdue », dit-il en écrasant un morceau entre ses doigts. Le jus coulait comme du sang et un parfum doux et terreux emplissait l'air. « Si la peste qui tue vos vignes est venue parce que la terre est malade, seul celui-ci peut la sauver. » Pablo regarda Sofia puis Elena, dont le visage était éclairé par les flammes. Il ne savait pas encore comment concilier le passé avec le présent, mais une chose était sûre, le voyage ne faisait que commencer et les secrets qu'il découvrirait en chemin pourraient détruire ou racheter les Monteros pour toujours. Le retour au manoir Montero fut marqué par un silence tendu. Pablo avait passé tout le trajet depuis Oaxaca perdu dans ses pensées, ses doigts tambourinant sur le volant, tandis que les kilomètres s'accumulaient derrière eux. Il jeta un coup d'œil à Sofia, essayant de déchiffrer ce qui se passait derrière ses yeux verts, qui semblaient tout voir, y compris les doutes qui le consumaient. Et si je n'étais pas un vrai Montero? La question lui résonnait dans le crâne, résonnant plus fort à chaque virage de la route. Le journal de Maria, les confessions d'Elena, la colère de Miguel. Rien de tout cela ne correspondait à l'histoire que son père lui avait racontée à propos des honorables ancêtres. Il s'était à peine garé dans la cour en pierre du manoir lorsqu'une silhouette apparut dans l'escalier principal. Grande, vêtue d'un costume impeccable, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pablo Montero, enfin. L'étranger lui tendit la main, mais il y avait un défi dans sa voix, une politesse acerbe qui ressemblait à une menace voilée. Diego Marquez, je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Dans le hall principal, devant la cheminée éteinte, Diego déversa ses documents sur la table en marbre. Un certificat de naissance taché par le temps, de vieilles lettres signées par Carlos Montero, le défunt père de Pablo, et même une photo décolorée d'un homme qui aurait pu être Pablo lui-même, mais avec des yeux plus froids. « Ton père m'a reconnu comme son fils 1 mois avant sa mort », déclara Diego en croisant les jambes avec un calme qui fit serrer les poings à Pablo. « Mais ta belle-mère, la charmante Isabella, a fait en sorte que je ne mette jamais les pieds ici, jusqu'à aujourd'hui. » Sofia observait tout depuis un coin, ses doigts serrant le médaillon dans la poche de sa robe. Quelque chose chez Diego n'allait pas. Sa façon d'éviter de regarder les portraits de famille, sa façon calculatrice de choisir chaque mot. Mais avant qu'il puisse intervenir, la porte s'est ouverte brusquement et Regina Sotomayor, l'ex-fiancée de Pablo, est entrée comme un tourbillon de parfums coûteux et de colère refoulée. « Ah, quelle retrouvaille de famille touchante !» dit-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire de serpent. « Pablo, mon cher, tu ne m'as même pas dit que tu avais un frère. » Cette nuit-là, Pablo s'enferma dans son bureau, une bouteille de vin à moitié vide sur la table. Les documents de Diego semblaient légitimes. Et si c'était vrai? Si lui, Pablo, était le bâtard et Diego l'héritier légitime? La porte s'ouvrit doucement. C'était Sofia, apportant avec elle le parfum du jardin nocturne. « Tu n'es pas comme lui, » dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. « Ce n'est pas le sang qui fait un Montero, ce sont les choix. » Il voulait la croire, mais quand elle s'est rapprochée, il s'est éloigné. « Et si j'étais avec toi, juste parce que tu me fais me sentir noble? Et si tout ça n'était qu'un fantasme ?» Le doute l'empoisonnait, et il vit la douleur dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne. Pendant ce temps, à l'arrière de la propriété, Diego et Regina scellaient leur pacte à la lumière d'une seule bougie. « Nous partagerons l'héritage et tu disparaîtras avec la servante », proposa-t-il en passant ses doigts sur son bras nu. Regina rit doucement et doucement. « Ah, Diego, tu penses vraiment que Pablo abandonnera si facilement ?» Il attrapa un couteau sur la table et coupa la flamme de la bougie, plongeant la pièce dans l'obscurité. « Tu n'auras pas le choix. »
Le lendemain matin, un cri résonna dans les vignes. L'une des plus petites caves était en flammes, le feu dévorant des barriques de vin vieux de plusieurs siècles. Alors que tout le monde se précipitait pour aider, Sofia vit Miguel debout au loin, regardant les flammes avec une expression indéchiffrable. « Saviez-vous que cela allait arriver ?» demanda-t-elle en lui tenant le bras. Il la regarda et, pour la première fois, elle vit la peur dans ses yeux sombres. « Ce n'était pas l'œuvre de mes rituels, » murmura-t-il. « C'était l'œuvre de quelqu'un qui veut voir les Monteros en ruine. » L'odeur de fumée planait encore sur les vignes lorsque les premières rumeurs commencèrent à circuler. Regina, toujours élégante dans sa robe de soie couleur lit de vin, répand ses mensonges avec le charme d'un serpent. Sofia González, cette femme de ménage? Oh, mais il est évident qu'elle n'est avec Pablo que pour l'argent, murmura-t-il aux employés les plus âgés, tout en servant du café sur le balcon. Tu penses vraiment qu'une femme comme elle serait intéressée par une Montero si ce n'était pas pour la fortune? Les mots étaient comme du poison, et chaque regard que Sofia recevait au marché ou dans la chapelle du village devenait plus lourd, plus suspect. Pablo, trop occupé à éteindre les derniers incendies et à répondre aux demandes des fournisseurs effrayés, remarqua à peine l'isolement croissant de Sofia. Lorsqu'elle a essayé de l'aborder au sujet des rumeurs, il l'a interrompue d'un geste là. « On n'a pas le temps pour les ragots, Sofia. La récolte est en danger. » La froideur de sa voix la frappa comme un couteau, mais elle ravala ses larmes. Il y avait quelque chose de plus important en jeu maintenant. Miguel et Elena, qui avaient élu domicile dans la maison d'un des employés, observaient le chaos avec des yeux vigilants. « Ils se détruisent de l'intérieur », murmura Elena en aidant à bander les ouvriers blessés par l'incendie. « Tout comme ils l'ont fait avec nous. » Miguel ne répondit pas, mais ses mains serraient fermement le journal de Maria. Il savait que les rituels ancestraux pouvaient sauver les raisins restants, mais il savait aussi qu'aider Pablo signifiait pardonner, et il n'était pas sûr d'être prêt pour cela. C'est cette nuit-là, alors que la pleine lune baignait les champs dévastés, que Sofia trouva Miguel seul, dans la chapelle abandonnée où Maria et Rodrigo avaient l'habitude de se retrouver. Il était agenouillé sur le sol en pierre, traçant des symboles anciens avec un poignard et une poignée d'herbes séchées. « Peut-on vraiment sauver les vignes ?» demanda-t-elle, en s'asseyant à côté de lui. Il la regarda, et pour la première fois, il vit en elle non pas une Montero ni une étrangère, mais une alliée. « Je peux, mais ce ne sera pas seulement la terre qui saignera. » Pendant ce temps, Diego et Regina faisaient avancer leurs plans. Dans les registres de la cave, les contrats ont commencé à disparaître. Lors de réunions avec des investisseurs, Diego a insinué que Pablo perdait le contrôle. Un vrai Montero ne laisserait pas la propriété brûler, a-t-il déclaré en souriant aux hommes en costume qui écrivaient chaque mot. Pendant ce temps, Regina travaillait dans les coulisses, s'assurant que Sofia soit de plus en plus exclue, jusqu'à ce qu'une lettre anonyme parvienne à Pablo, l'accusant d'avoir volé des bijoux de famille. Le conflit a éclaté le lendemain matin, lorsque Pablo, sous la pression de toutes parts, a affronté Sofia dans la bibliothèque. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il en tenant la lettre dans des mains tremblantes. « Êtes-vous ici pour ce que vous pouvez gagner ?» Elle le regarda, ses yeux verts brûlants d'un mélange de douleur et de fureur. « Tu as vraiment besoin de demander ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Miguel entra en trombe. « Arrête d'être aveugle !» il a crié en jetant un dossier de documents sur le sol. « Ce sont les registres d'achat d'herbicides frelatés, les mêmes que ceux que Diego a fait utiliser dans les vignes. Il vous sabote depuis le début. » Pendant un instant, l'air sembla s'arrêter. Pablo regarda les papiers, puis Sofia, et enfin Miguel. La vérité était douloureuse mais claire. Il avait douté des personnes mêmes qui avaient essayé de le protéger. C'est alors qu'un cri retentit dans la cour. Tout le monde s'est précipité dehors. L'un des hangars était à nouveau en feu, mais cette fois, les flammes formaient d'étranges symboles, comme si quelqu'un essayait d'envoyer un message. Miguel est devenu pâle. Ce n'est pas un incendie ordinaire, c'est un avertissement. Elena apparut derrière eux, tenant le médaillon de Maria. Le rituel doit être accompli aujourd'hui. La terre réclame justice. Pablo regarda Sofia, et cette fois, il n'y avait aucun doute dans ses yeux, seulement de la détermination. Alors, faisons-le.
La nuit est tombée sur les vignobles de Montero comme une lourde couverture, chargée de l'odeur de cendre et du murmure lointain des ouvriers qui essayaient encore de sauver ce qui restait des plantations. La pleine lune, grande et dorée comme le médaillon de Maria, éclairait le chemin de Pablo, Sofia et Miguel jusqu'au cœur de la propriété, un ancien cercle de pierre que personne n'avait utilisé depuis des décennies. Miguel portait un sac en cuir contenant des herbes séchées, des bougies noires et un petit pot en argile contenant le jus de raisins spéciaux. Le rituel exige du sang, de la vérité et du pardon, expliqua-t-il, ses yeux reflétant la lumière argentée de la lune. Sans cela, la terre ne nous entendra pas. Pablo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sang? Pas de la manière dont tu le penses, répondit Miguel en sortant le poignard rituel. Juste quelques gouttes, de quoi montrer que nous sommes prêts à nous sacrifier pour elle, comme Maria l'a fait. Pendant qu'il préparait l'autel improvisé avec les pierres, Sofia remarqua des mouvements parmi les vignes. « Quelqu'un nous regarde », murmura-t-il en serrant le bras de Pablo. Il suivit son regard et vit des silhouettes cachées parmi les vignes, des ouvriers fidèles à Diego, sans aucun doute. « Nous n'avons pas le temps, il faut s'y mettre ». Miguel alluma les bougies selon un motif qui ressemblait à une vigne et commença à chanter dans une langue que ni Pablo ni Sofia ne reconnaissaient, mais qui faisait vibrer l'air. C'était comme si la nuit elle-même était attentive. Quand le moment est venu, il a passé le couteau à Pablo. « Votre sang d'abord. » En tant que représentant des Montero, Pablo se coupa la paume sans hésitation, laissant le sang couler sur les raisins spéciaux que Miguel avait placés au centre du cercle. Sofia fit de même, et finalement, Miguel. Lorsque les 3 gouttes se sont mélangées au jus de raisin, quelque chose d'étrange s'est produit. Le liquide sombre a commencé à briller faiblement, émettant un arôme si intense que même les grillons ont cessé de chanter. « Maintenant, la vérité », ordonna Miguel. « Pablo Montero, de quoi as-tu le plus peur ?» Pablo ferma les yeux. « J'ai peur de ne pas être digne de mon nom, d'être un imposteur dans ma propre famille. » Sofia González? Elle prit une profonde inspiration. « J'ai peur d'être une femme abandonnée comme les autres, de ne pas être à la hauteur. » Miguel pencha la tête. « Et j'ai peur de pardonner. » Tandis qu'il prononçait ces mots, une rafale de vent chaud apparut de nulle part, faisant danser follement les flammes des bougies. Le jus des raisins commença à bouillonner et pendant un instant, Pablo jura avoir vu la silhouette d'une femme indigène, debout parmi les vignes, les regardant avec un sourire triste. C'est alors que les premiers cris retentirent. « Au feu !» dans la cave principale. Pablo s'est levé si vite qu'il a failli renverser les bougies. À l'horizon, des flammes oranges illuminaient déjà le ciel. « Diego !» grogna-t-il. Il essaie de tout arrêter d'un coup. Miguel lui attrapa le bras. « Non, le rituel n'est pas terminé. Si tu pars maintenant, il n'y a pas le choix. » Pablo regarda Sofia, puis les flammes au loin. « Si nous n'y allons pas, il n'y aura plus rien à sauver. » Elena sortit en courant de l'obscurité, le visage maculé de suie. « C'est un piège. Diego et Regina sont là avec les documents de propriété. Ils vont te forcer à signer sous la menace. » Pablo hésita une seconde avant de prendre le pot d'argile contenant le mélange sacré. « Alors allons-y tous. On finira ça aujourd'hui. » Alors qu'ils courèrent vers le feu, Sofia remarqua que les vignes qu'ils croisaient, même celles qui avaient été touchées par la peste, semblaient plus vivantes, comme si elles murmuraient d'anciens secrets. Le rituel avait commencé à fonctionner. Mais cela suffirait-il à arrêter Diego? La chaleur du feu frappa Pablo comme un coup de poing dans la poitrine, alors qu'il enfonçait la porte de la cave principale. Les flammes léchaient déjà les poutres du plafond, et l'air était chargé de fumée et de la douce odeur ambrée des fûts de chêne brûlés. Au centre du chaos, Diego tenait un dossier de documents contre sa poitrine, tandis que Regina, avec un sourire triomphant, tenait un briquet doré au-dessus d'une pile de vieux papiers. « On dirait que tu arrives trop tard, petit frère », cria Diego par-dessus le rugissement du feu. « Quand ces documents brûleront, le domaine sera à moi de droit. » Pablo avança, mais un rayon brûlant s'effondra entre eux, créant un rideau de feu. Sofia toussa à côté de lui, ses yeux brûlants à cause de la fumée, mais ce fut Miguel qui agit en premier.
Avec des mouvements précis, il versa le contenu de la fiole rituelle sur le sol, formant un cercle protecteur autour de lui. Les flammes se retirèrent un instant, comme si elles avaient peur de la substance incandescente. « Tu n'as jamais été un Montero !» cria Pablo, en sortant de sa poche les documents que Miguel avait trouvés. « Ton père était le comptable que mon grand-père a renvoyé pour vol. Ces papiers sont faux. » Regina rit, d'un rire aigu et désespéré. « Et qui te croira? Ton propre peuple doute déjà de toi. » Elle fit un signe de la main derrière Pablo, où plusieurs ouvriers armés de faux et de fourches émergèrent de la fumée. Leurs visages étaient difficiles à distinguer, mais leur loyauté envers Diego était claire. C'est alors que la voix d'Elena fendit l'air comme un couteau. « Je le crois. » Elle sortit de l'ombre, tenant ouvert le vieux journal de Maria. Et toute la vérité est là, sur l'amour de Maria et Rodrigo. Sur Elena, leur fille. Sur toi, Diego, un garçon élevé avec la haine au cœur. Diego sembla hésiter un instant, mais ensuite son visage se durcit. Les vieilles histoires ne changent rien. Il fit signe aux hommes d'avancer. Ce qui s'est passé ensuite, Pablo ne serait jamais capable de l'expliquer correctement. Un vent fort est venu de nulle part, éteignant une partie des flammes. Les raisins spéciaux que Miguel avait dispersés commencèrent à briller d'une lumière ambrée et le sol trembla légèrement. Les ouvriers hésitaient. Certains faisaient le signe de croix. C'était l'ouverture dont Pablo avait besoin. Il sauta par-dessus les décombres en feu et se jeta sur Diego. Ils roulèrent tous les deux sur le sol boueux à cause du vin renversé, tandis que le dossier de documents s'envolait. Sofia courut pour l'attraper, mais Regina l'intercepta, lui griffant le visage avec ses ongles pointus. « Tu n'appartiendras jamais à ce monde !» Regina cracha, essayant d'arracher les papiers des mains de Sofia. « Peut-être pas », répondit Sofia, en portant un coup étonnamment précis au menton de Regina qui la fit tomber en arrière. « Mais ce monde doit changer. » Pendant ce temps, Pablo et Diego se battaient férocement près des flammes. Diego réussit à attraper un morceau de bois en feu et le planta dans l'épaule de Pablo, qui hurla de douleur, mais ne lâcha pas son poing fermé sur le col de Diego. « Tu ne gagneras jamais !» grogna Diego, les dents tachées de sang. « Tu n'es pas l'un d'eux. Tu ne sais même pas qui tu es. » Pablo regarda dans les yeux l'homme qui avait essayé de détruire sa famille, et pour la première fois, il ne vit qu'un garçon effrayé. « Mais tu le sais ?» il a demandé avant de donner un coup de tête à Diego jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le plafond a commencé à s'effondrer. Miguel et Elena ont aidé à sortir Diego et Regina, tandis que Pablo, blessé, portait Sofia dans ses bras. Lorsque tout le monde fut sain et sauf à l'extérieur, ils furent témoins d'un miracle. Les flammes qui consumaient la cave commencèrent à changer de couleur, devenant bleues puis blanches, jusqu'à être complètement éteintes. Et là où le feu était passé, des pousses vertes commençaient déjà à émerger des vignes brûlées. Dans les jours qui ont suivi, la vérité a éclaté. Diego et Regina ont été arrêtés pour fraude et tentative de meurtre. Les ouvriers traîtres ont avoué avoir été payés pour saboter la récolte. Et le plus impressionnant, c'est que les raisins qui poussaient là où le rituel était exécuté étaient les plus beaux que les Monteros aient jamais vus, doux comme le pardon et forts comme la vérité. C'est dans la chapelle abandonnée, où tout a commencé, que Pablo s'est agenouillé devant Sofia, l'épaule encore bandée. « Je ne sais pas si je suis un vrai Montero », a-t-il admis en tendant les mains. « Mais je sais que je veux construire quelque chose de vrai avec toi, quelque chose qui dure plus longtemps que le vin, plus longtemps que la terre. » Sofia regarda le médaillon de Maria qui pendait maintenant autour de son cou, puis les yeux de Pablo. « Je ne veux pas de château, » murmura-t-elle, « juste une maison. » Et quand ils s'embrassèrent sous la même lune qui avait été témoin de l'amour de Maria et Rodrigo, les vignes autour de la chapelle fleurirent soudainement, comme si la terre pouvait enfin reposer en paix. Bloc 7, épilogue. 5 ans plus tard, le vin de la réconciliation a remporté sa première récompense internationale au printemps suivant. Miguel, désormais associé de la cave Montero Flores, a accepté le trophée avec Elena à ses côtés, enfin reconnue comme l'héritière de la famille. Dans le musée construit à l'emplacement de l'ancienne cave à vin, le journal de Maria et le médaillon sont les pièces les plus visitées, racontant une histoire d'amour qui a traversé des générations.
Quant à Pablo et Sofia, ils disent que chaque nuit, quand la lune est pleine, ils laissent un verre du premier vin qu'ils ont fait ensemble sur l'autel de Pierre de la Chapelle, pour Maria, pour Rodrigo, et à tous les amours qui méritent d'être rappelés. Le matin d'été suivant s'est levé doré sur les vignobles renaissants. Pablo s'est réveillé avec l'odeur de terre humide et de raisins mûrs qui traversait la fenêtre ouverte de la chambre. À côté de lui, Sofia dormait encore, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller comme les racines des vignes qui fleurissaient maintenant vigoureusement dans les champs. Il sourit en remarquant que même dans son rêve, elle gardait une main sur le médaillon de Maria, son talisman, son lien avec cette histoire qui était devenue la leur. Sortant du lit sans faire de bruit, Pablo enfila ses bottes de travail et sortit sur la terrasse. La vue qui s'offrait à nous était si différente de cette scène de cendres et de désespoir d'il y a un an. Les rangées de vignes étaient chargées de raisins noirs et brillants, et au milieu d'eux, Miguel supervisait la récolte avec sa manière calme et efficace. Il ne portait plus de vêtements de travail usés, il portait désormais le bleu traditionnel Montero, mais avec un détail unique, la broderie d'un colibri sur le col, symbole de la famille Flores. Elena, assise à l'ombre d'un amandier centenaire, observait tout avec des yeux larmoyants. Quand il vit Pablo, il lui fit un signe de la main avec un sourire qu'il reconnut désormais comme étant le même que celui que son grand-père Rodrigo avait dans les vieux portraits. « Bonjour petit-fils », dit-elle, comme elle le faisait chaque matin depuis qu'elle faisait officiellement partie de la famille. Le chemin menant aux caves rénovées était flanqué de plaques de bronze racontant la véritable histoire des Monteros, y compris les chapitres qui avaient été oubliés. En passant devant eux, Pablo sentit une boule dans sa gorge, comme toujours lorsqu'il lisait le nom de Maria Flores gravé pour l'éternité. À l'intérieur de la cave principale, où se trouvaient autrefois des ruines, brillait désormais un espace moderne, mais qui conservait l'âme du passé. Au centre, protégé par un dôme de verre, se trouvait le journal original de Maria, ouvert à la page, où elle décrivait le rituel des raisins sacrés. À côté, les bouteilles du premier lot du vin de la réconciliation brillaient comme des rubis liquides. C'est là que Sofia le trouva encore en chemise de nuit, les pieds nus sur les pierres froides. « Tu réfléchis encore trop ?» demanda-t-elle en enroulant ses bras autour de ses épaules. Il la tira contre lui et l'embrassa sur le front. « Je me demandais juste ce que dirait Maria si elle voyait tout ça. » Sofia prit une des bouteilles, faisant danser le liquide rouge contre la lumière. « Je dirais que nous avons finalement compris notre leçon. » Bloc 8, la première récolte du temps nouveau. La journée officielle de la récolte a commencé avant l'aube, avec des dizaines de travailleurs marchant dans les champs avec leurs paniers. Mais cette fois, il n'y avait pas de division entre les employés de Montero et les habitants de la ville. Tout le monde portait le même bleu. Tout le monde partageait le même objectif. Pablo et Miguel dirigeaient les groupes, un à chaque extrémité du vignoble principal. Alors que le soleil se levait à l'horizon, un silence sacré tomba sur tout le monde. C'est Miguel qui a fait la première coupe des raisins en utilisant le même couteau rituel qu'ils utilisaient lors de cette nuit de pleine lune. « Pour nos ancêtres », dit-il en levant le bouquet vers le ciel avant de le placer soigneusement dans le panier en osier. Le rituel se répétait dans chaque rangée, chaque famille de travailleurs ayant l'honneur de faire sa propre offrande aux raisins. Les enfants couraient parmi les vignes, leur rire résonnant comme les oiseaux qui étaient maintenant revenus nicher sur la propriété. Dans la grande maison, transformée en musée et siège administratif, Sofia et Elena préparaient le grand banquet des récoltes. « Tu penses qu'il aimera la surprise ?» Sofia a demandé en ajustant les fleurs sur la table principale. Elena sourit en passant un doigt sur la vieille photo de Maria et Rodrigo qui occupait désormais la place d'honneur dans la salle à manger. « Il pleurera comme un bébé chéri. Les Montero ont toujours été sentimentaux. » Alors que le soleil commençait à se coucher, tout le monde s'est rassemblé dans la cour centrale. Pablo était sur le point de prononcer son discours lorsqu'un bruit provenant de la porte principale l'interrompit. Un homme âgé, vêtu de vêtements simples mais impeccables, se tenait devant la foule, avec une expression d'étonnement. « Don Rodrigo »,
murmura-t-il en regardant Pablo comme s'il voyait un fantôme. Elena fut la première à comprendre. « Tu connaissais mon père ?» demanda-t-elle en s'approchant d'un pas tremblant. Le vieil homme, se présentant comme Juan, le dernier ouvrier vivant de l'époque de Rodrigo, raconta des histoires que même le journal de Maria n'avait pas enregistrées. Comment Rodrigo rendait secrètement visite à la petite Elena dans la ville voisine. Comment il était mort de chagrin lorsque Maria était partie, emmenant la fille avec elle. Et comment, sur son lit de mort, il avait fait promettre à Juan de dire un jour la vérité. « Je t'ai apporté ça », dit Juan en tendant un petit coffre à Elena. À l'intérieur se trouvaient des lettres que Rodrigo avait écrites à sa fille au fil des ans, jamais envoyées, toujours conservées. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, tandis que le vin de la réconciliation était servi et que les feux d'artifice illuminaient les vignes, Pablo vit Sofia danser avec Miguel, Elena embrasser Juan et les ouvriers célébrer comme une seule famille. Il leva son verre en silence, portant un toast aux fantômes qui pouvaient enfin se reposer. Les années ont passé. Le vin Montero Flores est devenu légendaire, non seulement pour sa saveur, mais aussi pour l'histoire que chaque bouteille portait. Miguel, aujourd'hui maître vigneron de renommée internationale, a enseigné les secrets des rituels anciens à une nouvelle génération. Dans la chapelle restaurée, où Maria et Rodrigo ont fait l'amour en secret, Pablo et Sofia ont baptisé leur première fille, Maria Sofia Montero Flores. Le médaillon qui était autrefois caché derrière un portrait ornait désormais la robe de baptême de la petite fille, scintillant au soleil du matin. Et quand la jeune fille, maintenant adulte, a demandé pourquoi sa famille avait 2 noms de famille, ils l'ont emmenée au musée et lui ont raconté toute l'histoire, sans omettre les parties tristes, sans cacher les vérités difficiles. Parce que c'était là un véritable héritage, des souvenirs cultivés avec soin comme les meilleurs raisins pour qu'ils ne soient plus jamais cachés dans l'ombre. Et ainsi, tandis que les vignes continuaient de pousser et que de nouvelles histoires s'écrivaient, le vent qui courait à travers les vignobles de Montero Flores murmurait un nom, doux comme le toucher d'une mère, Marie.